Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Que faire au jardin au mois d'août? Donc comme d'habitude, il y a pas mal de choses qui étaient valables en juillet le mois dernier et qui sont toujours valables ce mois-ci. Et puis voilà, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Le mois dernier, je vous disais qu'en faisant un bon paillage, il y a certaines zones de culture qu'on peut ne pas arroser de tout l'été. Donc ça c'est vrai, mais dans le cas où c'est un été où il y a quelques orages en fait. Là, nous dans le Var, on est plutôt en mode sécheresse, même si je sais que dans la France, en général, il y a eu beaucoup de pluie cette année. Ici dans le Var, c'est plutôt sécheresse. Et du coup, il y a pas mal de zones de culture. Par exemple, la zone qui est juste derrière moi, on a dû l'arroser à peu près tous les 10 jours. Sinon, elle avait soif, elle avait du mal à pousser. Donc quand je n'arrose pas du tout, c'est parce qu'il y a quelques orages dans l'été. Faut s'adapter. En fait, c'est ce que j'essaye de faire moi, c'est de m'adapter. C'est-à-dire que s'il y a quelques orages, je n'arrose pas du tout. Par contre, si c'est vraiment grosse sécheresse et canicule, là, je fais quelques arrosages tous les 10 jours environ. Sur cette zone-là, les zones à plat comme celle-ci, là où il y a ce tournesol, je les ai arrosées tous les 20 jours à peu près. C'est pas que je vous disais des conneries quand je disais que je n'arrose parfois pas de tout l'été, c'est juste que ce n'est pas tous les étés comme ça. J'essaye de m'adapter en fonction du climat de chaque saison. Hein. Donc j'espère que l'année prochaine, j'aurai pas besoin d'arroser de tout l'été. La grande majorité de mes jardins n'est jamais arrosée de toute l'année. Voilà, il y a juste quelques zones potagères qui sont parfois arrosées. Il y a aussi quelques jeunes plantations, jeunes arbres que j'ai plantés dans l'année qui viennent de pépinières que j'arrose parfois. Par contre, voilà, je n'arrose pas du tout les noyaux. Puis l'ensemble du jardin, toutes les plantes qui ont plus de 2 ans, je ne les arrose vraiment pas du tout. Et entre autres grâce à tout ce paillage. C'est la période également où on récolte les fruits un petit peu tardifs, du genre les aubergines, les piments, poivrons. Voilà, donc août c'est vraiment une chouette saison pour les légumes. En août, il y a beaucoup de plantes sauvages qui sont en train de sécher. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui viennent voir ce jardin en août et qui sont assez surpris par la quantité d'herbes hautes, mortes que l'on laisse sur ce jardin. Et, parfois, on peut se demander pourquoi est-ce qu'on les rase pas, est-ce qu'on ne débroussaille pas. Souvent, les gens pas mal de gens trouvent ça pas très joli, pas très esthétique. Alors déjà, moi, il y a une phrase que j'aime bien qui dit que la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Donc moi, en fait, quand je vois toutes ces herbes hautes, sèches, je ne vois pas quelque chose de moche. Voilà, parmi toutes ces plantes sauvages, là on voit des épis de rumex. Donc c'est des épis remplis de graines. Là on voit un plant de coquelicot qui est pareil, fait des petites boîtes remplies de graines. En fait, quand je vois toutes ces herbes sèches, moi je vois plutôt tout un potentiel de vie contenu dans ces graines. Souvent on va acheter des engrais verts, des légumineuses et tout ça, mais spontanément il y en a plein qui poussent dans les jardins. Là ce que je ramasse par terre qui a été semé naturellement, ce sont des graines de vesse en fait. La vesse a poussé toute seule, je ne l'ai jamais semée. Et elle se ressème, elle balance des graines de partout de façon gratuite et généreuse. Sans oublier que les mignons petits oiseaux adorent manger les graines. Là on voit des épis de seigle et des épis d'avoine. En août, il y a énormément de plantes qui montent en graines. Donc c'est vrai pour les herbes sauvages, les plantes sauvages, mais c'est vrai pour la plupart également des plantes potagères. Comme là à côté, on a une blette. Donc ici on est devant un autre pied de blette multicolore qui est en train de faire ses semences. Elles sont bien sèches donc je vais pouvoir récolter. Après effectivement, pour en revenir à toutes ces herbes hautes, je comprends très bien que ça puisse déranger, surprendre certains jardiniers qui ont l'habitude des jardins entre guillemets bien propres.
Mais il y a un truc qu'il faut savoir quand même qui me paraît très très important, c'est que quand on a une terre labourée à nu, il n'y a pas de biodiversité en fait, tout est mort, surtout en été, tout crame au soleil. Alors pour trouver de la vie là-dedans, il faut gratter, creuser profond pour trouver quelques vers de terre, et encore on n'en trouve pas beaucoup. Quand on a une pelouse tendue ou un jardin défriché, il y a très peu de biodiversité parce que c'est toujours au soleil, il n'y a rien en fait, il n'y a pas de biodiversité. Par contre, dès qu'on laisse les herbes hautes, alors là la biodiversité elle explose. Il y a plein d'ombre, il y a plein de cachettes, il y a plein de nourriture. En plus, toutes ces herbes hautes, quand elles vont se coucher au sol, elles vont recréer de l'humus, elles vont également nourrir les champignons, elles vont améliorer le sol. Du coup, c'est vraiment beaucoup plus efficace d'avoir des herbes hautes plutôt que d'avoir un terrain défriché. En plus, le fait d'avoir toute cette biodiversité présente sur le jardin, ça permet en fait que si jamais il y a entre guillemets ce qu'on appelle les nuisibles ou les parasites qui arrivent sur notre jardin, il y a tout un tas de prédateurs déjà en place qui vont contrôler ces nuisibles ou ces prédateurs. Donc ça vous permet vraiment d'avoir un jardin autonome, sans aucun traitement, un jardin résilient en fait. Moi ici ce que je fais, c'est effectivement je fais pousser des légumes, je fais pousser de l'alimentation, des fruits, etc. Mais une de mes priorités, c'est également de favoriser la biodiversité. Donc j'essaye de faire de ce jardin un lieu riche en biodiversité. J'essaye également d'améliorer le sol, de recréer du sol. Donc ce jardin et ces herbes hautes, elles permettent d'avoir une grande diversité, d'avoir un sol qui s'améliore d'année en année, contrairement à une terre labourée ou à un terrain qui est constamment défriché. Et puis là donc je vais faire un peu des graines de cette blette. Pour récupérer les semences de cette blette, bon déjà les graines elles sont bien sèches donc c'est le moment. Et j'ai juste à les mettre au-dessus de cette bassine et les faire tomber dans la bassine tout simplement. Et je vais en laisser plein sur le pied pour qu'elles puissent se ressemer toutes seules. Donc là, ce que je fais tomber dans la bassine, en fait, ce ne sont pas vraiment des graines, ce sont des glomérules. Et dans chaque glomérule, il y a environ 4 graines. Et donc, très rapidement, dans cette bassine, je vais faire beaucoup de glomérules contenant également plusieurs graines. Donc ça me fait vraiment beaucoup de graines de blette. Là, je vais essayer de faire je vais faire des semences de laitue. Donc c'est la laitue Rossa di Trento. J'ai pas mal de plants qui sont montés en graines. Donc c'est le moment de la récolter. Donc ce que je vais faire, tac. Je sais pas si vous la voyez ici, il y a un plant de laitue, donc il est monté en graines. Et en haut, il a fait un bouquet de fleurs. Maintenant, il y a plein de petits poils blancs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper ce pied, clac, comme ça. Ça, je peux le mettre au sol, ça sert plus à rien. Hop, en fait j'en ai plusieurs, donc je vais prendre tous les pieds qui sont dans cette zone là et je vais faire les semences. Voilà, je laisse la majorité de la plante, je la laisse dans la zone de culture pour qu'elle renourrisse le sol. Et je prends juste les fleurs pour les graines. Un autre truc qui n'a pas vraiment un rapport, enfin si le rapport c'est la biodiversité dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Ici je suis dans une serre, donc là il y a un petit nid de guêpes. Donc je vais dire 2 mots sur les guêpes, j'en profite pour en parler vite fait. Les guêpes sont des insectes vraiment hyper sympas, elles attaquent quasiment jamais à moins d'aller tripatouiller dans le nid, d'aller vraiment très près et remuer des trucs vraiment à côté du nid. Sinon elles ne s'attaquent pas à l'homme, à moins aussi de l'attraper, enfin faire tout un tas de mauvais gestes. Mais sinon ce sont vraiment des animaux hyper sympas. Souvent elles sont mal aimées, les gens aiment bien les abeilles parce que ça fait la pollinisation, mais généralement les guêpes on estime que ça sert à rien, alors que les guêpes c'est vraiment hyper important. Ce sont d'excellents prédateurs, elles passent leur temps à chasser en fait. Une guêpe consomme, elle ne mange pas que des mouches, mais en gros elle consomme l'équivalent de 1000 mouches dans toute sa vie. Donc elles sont extrêmement importantes, s'il n'y avait pas toutes ces guêpes, on aurait beaucoup plus de problèmes avec des insectes dits ravageurs. Elles consomment énormément d'insectes. Voilà, une petite parenthèse guêpe. Oui, elle mange aussi un petit peu des fruits, mais c'est un plaisir de partager. Bon, du coup, maintenant, je fais mes graines de laitue. Donc, je secoue un petit peu ces fleurs au-dessus d'une bassine et je récupère tout un tas de semences. En fait, à chaque poil, il est accroché une graine de laitue. Et donc, avec quelques salades, je me fais rapidement un millier de graines.
Du coup, toujours selon le même principe, en août, on peut faire des semences de panais. Donc pareil, on coupe, on met au-dessus d'une bassine, on récupère les semences. C'est très très facile. En août, il y a également les semences de roquettes que l'on peut facilement se faire. Donc il suffit juste de casser les gousses et il y a un paquet de graines à l'intérieur. Pour en revenir à mon histoire d'herbe haute, on voit que sur un terrain défriché, il n'y a vraiment pas de biodiversité, la terre est au soleil. Et moi, mon jardin, il ressemble plutôt à ça. Donc beaucoup d'herbes hautes, là on voit du bambou, enfin beaucoup de biodiversité. Et il y a même un pommier là-dedans dont je ne m'occupe pas du tout et qui pousse très très bien avec toutes ces herbes. Voilà, j'ai un peu du mal à vous parler en même temps parce que je suis en train de jouer du piano en même temps. Mais on voit toute la quantité de pommes qu'il y a sur cet arbre en milieu de prêles, bambous et herbes sauvages. C'est la dernière limite également pour faire plein de semis qui vont nous produire cet automne et cet hiver. Après, en septembre, ça sera peut-être un petit peu trop tard. Donc là, je suis en train de récolter les dernières pommes de terre d'une zone de culture. Celle que je vous avais montré comment je l'avais réalisée. Donc j'ai récolté plusieurs fois des pommes de terre pendant que les pieds étaient vivants. Là c'est vraiment la fin, les pieds sont morts, donc je récupère la fin des pommes de terre. Et en fait en faisant cette récupération, bon déjà j'en laisse toujours un petit peu pour qu'elle repousse l'année prochaine sans que je fasse quoi que ce soit. Et je refais un petit peu cette zone. Là l'idée ça va être de refaire des semis directs sur la zone. Donc voilà, je remets à peu près que ça ait l'air d'une zone correcte. Et je vais faire des semis de navets. Donc voilà, je sème quelques petits navets là-dedans. De suite, comme ça au moins la terre elle fonctionne tout le temps, elle n'arrête pas de produire. Donc quand je fais des petits semis directs, ce qui est intéressant de faire c'est de bien arroser. Surtout en août, c'est bien que les graines ne sèchent pas. Donc il faut vérifier surtout les premiers jours que les graines soient toujours humides. Parce que si la graine se met à germer et qu'après elle sèche, elle meurt. Donc faut faire attention à ça. Et au bout de quelques jours, les petits navets sont sortis, ont germé, et puis ça va pousser pour faire des productions pour cet automne. Donc voilà, là je fais la même chose sur une autre zone de pommes de terre. Alors je récolte à la main toutes mes pommes de terre, et ce que je fais c'est que, une fois que j'ai récolté, bon toujours j'en laisse dedans pour que ça repousse, et surtout je remets les tiges par dessus. Donc là je fais un autre petit semis de navets direct. Je remets un petit peu de paillage dans cette zone qui est un petit peu ensoleillée. Puis ensuite je vais arroser, et les graines vont réussir à se faufiler à travers le paillage et les vieilles branches de pommes de terre. Dans l'ensemble de mes potagers, je vais mettre un petit peu des semences de roquettes, de moutarde, de facélie dans chaque petit espace pour que ces plantes-là me prennent la relève et couvrent le sol intégralement, me fassent de l'alimentation et couvrent le sol. Donc pareil, je rose, il faut bien faire attention les premiers temps à que ça reste humide. Et voilà, je lance déjà mes cultures d'automne dans le potager d'été. Voilà, je lance aussi beaucoup de plantes en godet, donc là c'est de la roquette que je sème en godet. La roquette, moi je la sème en août parce que comme ça elle me produit des feuilles tout l'hiver sans aucun souci, elle monte pas en graines, parce que quand on la sème trop tôt au printemps, elle monte en graines. Donc moi je la sème en août, comme ça elle me produit des feuilles et elle monte en graines seulement en juillet de l'année suivante, et elle produit énormément. Donc voilà, je mets ça dans une barquette, la barquette je la place plutôt à mi-ombre, je maintiens l'ensemble humide, et au bout de quelques jours mes petites roquettes vont pousser. Là c'est une nouvelle jardinière que j'ai installée dans mon jardin, donc il y a quelques laitues frisées. Et dans ces laitues frisées, je vais également faire des petits semis de navets et de roquettes. Donc voilà, les semis c'est pas compliqué, j'en mets un petit peu partout. Donc je fais une moitié navet, une moitié roquette. J'essaye d'en mettre un petit peu partout. Et vu qu'il n'y a pas du tout de paillage dans cette zone là, je vais un petit peu remuer la terre avec mes mains pour enfouir légèrement les graines, voilà comme ça. Ensuite je fais un arrosage et c'est en fait les plantes qui vont pousser qui vont couvrir le sol. C'est une couverture vivante quoi. Voilà, au bout de quelques jours la jardinière commence à déjà bien se remplir. Ensuite j'éclaircirai plus tard.
En août, c'est encore une saison où il y a beaucoup de fruits dans le jardin. Donc gardez les noyaux, plantez les noyaux. Et puis ne vous étonnez pas s'ils ne germent pas de suite. Il va falloir que l'hiver passe dessus pour qu'ils puissent germer au printemps. Et même si les hivers ne sont pas assez froids, parfois il faut attendre 2 hivers pour que les noyaux germent et qu'on ait des petits arbres. Donc c'est pas juste parce qu'on plante un noyau, qu'on arrose et qu'on attend quelques jours qu'un arbre va pousser. Il y a une dormance dans le noyau et il germe seulement au printemps. Ça c'est dans la plupart des cas. Après il y a des exceptions, mais bon, on va rester sur la généralité. Août, c'est le moment idéal pour faire des boutures de plein d'arbustes à feuillage persistant. Donc moi là je fais des boutures d'Elaeagnus. L'Elaeagnus c'est un petit arbuste qui fixe l'azote, qui produit des petits fruits rouges sucrés comestibles. Donc je coupe des jeunes branches de l'année, j'enlève beaucoup de feuillage pour pas qu'il y ait trop d'évaporation. Et puis j'installe le tout à mi-ombre avec de l'eau et puis c'est tout. Entre autres plantes sauvages que l'on trouve en août par chez moi, il y a les cornouillers mâles, Cornus mas, qui font des fruits rouges, les petites cornouilles, c'est très bon quand c'est bien mûr. On trouve également près de la mare des salicaires. Donc salicaires, les jeunes feuilles sont consommables cuites. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je remercie énormément toutes les personnes qui me soutiennent, qui me permettent la réalisation de ces vidéos. Donc si vous aussi vous voulez me soutenir, vous pouvez cliquer sur le lien qui apparaît ici. Voilà, comme ça vous pouvez aussi participer et m'aider un petit peu. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ouais, c'est clair, vraiment un énorme merci à tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. C'est grâce à ça qu'on arrive à faire les vidéos. Et puis voilà, merci beaucoup et je vous quitte en musique. Vous pouvez aussi cliquer ici si vous voulez découvrir la chanson poétique du Jardin du Grand Jas. Il y a des buttes et des bottes où des bébêtes habitent. La plupart c'est nos potes et puis les autres aussi. On nourrit les fourmis, les limaces et les rats. Tous les nuisibles hormis, les ingénieurs de l'INRA. Il faut bien l'avouer, c'est le jardin des trésors. C'est comme l'arche de Noé, mais sans les dinosaures. Il faut bien